Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au CAREP. C'est un plaisir pour moi d'être ici. C'est aussi une gymnastique particulière parce que ça impose pour moi un pas de côté. Moi, je connais très peu de choses sur le Liban, sur son histoire, sa société. Ça va être un bon moment, j'espère, intéressant pour moi aussi d'écouter eh bien, les présentations de deux ouvrages qui viennent tout juste de sortir et qui abordent la société libanaise à travers des angles variés. Euh, donc c'est un plaisir d'accueillir ces deux chercheurs qui, outre le fait qu'ils travaillent tous les deux sur le Liban, ont eu une heureuse caractéristique, c'est d'être deux collègues norvégiens qui représentent une école de la recherche sur le monde arabe qui est extrêmement productive, qui est une école de pointe en sciences sociales sur les mondes arabes. Donc, à ma gauche, qui est-il Selvig, qui a fait sa thèse à Sciences Po. C'est une vieille affaire entre la Norvège et Sciences Po. Il avait terminé en 2004. Et puis, Tine Gade, à ma droite, qui, elle, a terminé en 2012, c'est ça, une thèse aussi 2015, pardon, c'est encore plus frais, une thèse à Sciences Po. Tous deux, en fait, sont rattachés à une institution norvégienne qui est donc le Norwegian Institute of International Affairs, c'est ça. Donc, en norvégien, l'acronyme, c'est NUPI. L'un est Professor Researcher, c'est ça, le statut, et toi, c'est Senior Research Fellow, c'est ça. Je n'ai pas en tête bien les subtilités, mais en tout cas, ce sont deux éminents collègues qui travaillent sur une variété de sujets. Pour Tine, c'est donc la ville de Tripoli, au Liban, qui avait constitué sa thèse, dont elle a tiré un livre. Donc, tu l'as pas ici. On pourrait les présenter parce que un livre, c'est aussi un objet. Et là, en l'occurrence, c'est un bel objet avec une belle couverture publiée à Cambridge University Press avec le nom Tripoli, From Islamist Utopia to the Lebanese Revolution. Donc, Sony City, le surtitre. Et puis, Ketil, donc, qui lui a un autre ouvrage qui est publié aux presses universitaires d'Édimbourg, Journalism in the Grey Zone, donc Pluralism and Media Capture in Lebanon and Tunisia. Donc, avec une vocation comparative entre le Liban et puis la Tunisie. Donc, la présentation aujourd'hui, elle va tenter d'aborder, de discuter leurs ouvrages, essentiellement avec vous. Moi, je ne suis pas un spécialiste du Liban. Tout d'abord, on va permettre à Tine, d'abord, je pense, puis après à Ketil, de présenter eux-mêmes leurs recherches, leur ouvrage. Et puis ensuite, moi, j'aurai éventuellement quelques questions complémentaires et on permettra à la salle et puis aux personnes présentes sur Zoom d'intervenir. Donc, Tine, il y a, je crois, un PowerPoint qui va être lancé. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus. Et tout d'abord, je tiens à remercier Laurent, Leïla Sera, Isabelle et le reste de CAREP et Salam Kawakibi pour l'organisation de cet événement et je suis vraiment heureuse d'être ici. Mon livre s'appelle Sunnicity, Tripoli from Islamist Utopia to the Lebanese Revolution. Vous pouvez changer de... Et donc en octobre 2019, lors du soulèvement libanais, la ville de Tripoli, de Nord-Liban, a pris le rôle honorifique de mariée de la Saoura libanaise, du soulèvement libanais. Car pendant
le soulèvement des gens de tout âge, toute confession religieuse et toute classe sociale se sont unis pour manifester ensemble contre la corruption et la kleptocratie des élites politiques libanais. Dans un pays qui si longtemps avait été ravagé par la guerre civile. Comme vous voyez ici, ils chantent, ils dansent et ils lissent le drapeau libanais. Il y a même un DJ qui vient le soir. Vous pouvez changer. Or, pendant des décennies, Tripoli avait été connue malheureusement comme elle avait souffert de la réputation de berceau de djihadisme et de salafisme. Donc, et elle avait été connue comme une sorte de Kandahar du Liban. Même si la présence de groupes radicaux a été vraiment exagérée dans la presse. J'y reviens. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans les mêmes espaces publics, la place Al-Nour, qui a eu les deux types de manifestations. D'une part, les manifestations nationales et d'autre part, celles des mouvements islamistes. Et cela nous mène à mon point de départ, la bataille pour l'identité et pour l'espace public dans les villes du Proche-Orient. Tripoli est-elle une ville conservatrice? Si 5% de la population fait partie d'un groupe islamiste, si Tripoli a 5% de la population qui sont islamistes, est-ce que ça veut dire que la ville en elle-même est islamiste? Et est-ce que c'est aussi islamiste de définir l'identité de Tripoli? Vous voyez, vous pouvez revenir un peu en arrière, vous voyez ici des jeunes gens pendant le soulèvement qui grimpent le statut avec le nom d'Allah, qui ne respectent pas la sainteté de ce statut et qui même opposent l'usage politique de l'islam. Donc, pour rappel, Tripoli se trouve au nord du Liban. Elle a 320 000 résidents, en tout cas en 2013, mais un peu plus de 500 000 habitants selon l'ONU, UN Habitat. Et de cette population, 80 à 90% est musulman sunnite, avec une minorité chrétienne, à peu près 10%, et des alaouites aussi. Et par ailleurs, j'avais oublié, de ces 500 000 personnes, il y a à peu près 70 000 Syriens, réfugiés syriens, à Tripoli, qui habitent des appartements, etc., et 220 000 Syriens dans le nord en total. Et il y a aussi 2 camps palestiniens proches de Tripoli. Donc, les dynamiques entre Libanais, Tripolitains, Syriens, Palestiniens. Donc, tout cela nous mène aux questions de recherche dans mon livre. Donc, en fait, j'ai constaté que Tripoli, qu'on voit à Tripoli des mouvements de contestation qui sont plus fortes qu'ailleurs dans le pays. Donc, il semblerait que des mouvements de contestation, en fait, ils sont plus susceptibles de naître à Tripoli qu'ailleurs au Liban, plus qu'à Beyrouth, par exemple. Donc, pourquoi? Et par-delà de cette question, il y a aussi une autre. En quoi les villes secondaires du Proche-Orient, c'est-à-dire la 2e ville des pays, comme par exemple Alep, ou Homs, au Hama aussi, ou Mossoul, en quoi les mouvements de protestation sont-elles plus susceptibles de naître dans ces espaces-là plutôt que dans des capitales qui sont plus étroitement surveillées par l'État? Et en dernier lieu, quelles sont les leçons du camp tripolitain pour comprendre la mobilisation politique, la violence politique et aussi des questions urbaines dans les villes du Sud? Voilà. Donc, pourquoi écrire un livre sur Tripoli? En fait, le dernier livre qui parle vraiment de la ville de Tripoli, des enjeux urbains à Tripoli, de la ville en elle-même, date de 1967. Donc, je trouvais qu'il était temps. Et on peut aussi constater qu'il y a eu beaucoup de livres entre 2014 et 2021
certains vraiment excellents, comme celui de Bernard Rouchier ou celui de Raphaël Lefebvre. Mais vraiment, c'est sur le salafisme, le djihadisme à Tripoli. Donc peut-être ça contribue aussi un peu, peut-être à promouvoir l'image de Tripoli comme ville salafiste. Mais voilà. Moi, je voulais écrire un livre plus globalement sur la ville de Tripoli, mais j'aborde bien sûr aussi les dynamiques de salafisme, islamisme, etc. Mais enfin, en tout cas, et mon livre s'appelle Sunnicity. Mais j'essaie d'aborder ces questions dans un cadre plus global, dynamique urbaine. Par exemple, je parle de l'islamisation de la gauche dans les années 70 et de la contestation au Liban depuis 1920. Donc, je vais expliquer ça. Donc, pour expliquer l'argument central de mon livre, je parle beaucoup du déclassement, ou dethronement en anglais, de la ville de Tripoli. Donc, en fait, je prends aussi comme point de départ les travaux de Michel Seurat et je parle de la ville secondaire contre l'État et contre Beyrouth. Et je remonte à la création de... En fait, j'essaye d'expliquer pourquoi je constate qu'à Tripoli, il y a eu la popularité non seulement des mouvements islamistes, mais aussi du nationalisme arabe. Il y a vraiment eu des mouvements nationalistes arabes très, très forts, nassériens, des mouvements nassériens, ba'athistes, donc toutes les idéologies qui débordent les Talibanais. Et en fait, pour expliquer cela, il faut remonter à la création de l'État libanais en 1920 et au déclassement de Tripoli. Comme vous le savez sûrement, Tripoli était la capitale d'une province ottomane, c'est-à-dire au même niveau qu'Alep, que Damas, Mossoul. Et Beyrouth était une petite ville qui a connu l'essor au XIXe siècle. L'économie de Tripoli était très liée à celle de la Syrie. Donc, Tripoli a connu un traumatisme politique et économique et symbolique lors de la création de l'État libanais en 1920. Elle a été déclassée, elle est devenue ville secondaire. Et je fais l'argument qu'en fait, les villes déclassées, les villes secondaires déclassées, sont plus susceptibles à la contestation, que ce soit une contestation islamiste de gauche, enfin, une contestation contre l'État. Et je parle un peu de Mossoul aussi. J'ai aussi fait des entretiens, pas à Mossoul même, mais à Erbil, avec des gens de Mossoul, et j'essaye de faire une comparaison. Le problème, peut-être, je trouve, peut-être aussi pour ce qui est de mon titre qui s'appelle Sunnicity, c'est que le territoire de Tripoli du littoral du Nord est souvent associé au sunnisme, c'est-à-dire enfin, aux musulmans sunnites. Par les non-tripolitains, mais aussi par les tripolitains eux-mêmes. C'est-à-dire, souvent, les tripolitains même, ils font l'amalgame entre le régionalisme et le sunnisme. Ils disent par exemple que Tripoli est punie parce qu'elle est sunnite. C'est très courant d'entendre ça. Et ça rentre aussi dans les stratégies politiques des leaders confessionnels sunnites, mais pas seulement. Donc voilà, prochain. Donc pour faire un rétrospectif très rapide, si j'ai le temps, de l'histoire tripolitaine. Donc l'identité tripolitaine est fondée en quelque sorte par Abdelhamid Karame, qui est un leader religieux, un mufti, qui passe à devenir leader de la contestation politique en 1920, contestation contre les Français. Et ça dure jusqu'à l'indépendance de l'État libanais en 1943. Lorsqu'il décède, son fils Rachid hérite son leadership et pendant le mandat du président Chehab, il est président de la République plusieurs fois. Je pense qu'il est peut-être président de la République 12 fois. Oui, pardon, Premier ministre, j'ai dit. Oui, donc pendant la présidence du président Chehab, il est Premier ministre, président du Conseil, plus de 10 fois. Mais la popularité et la prise, enfin le contrôle de la famille Karame sur Tripoli s'affaiblit de pair avec l'affaiblissement de l'État libanais et notamment le début de la guerre. Et on voit l'essor de la gauche, des milices palestiniennes et
À un moment, après l'invention israélienne du Liban, on voit la création d'une milice islamiste, Harakat al-Tawhid al-Islami, Tawhid islamique, le mouvement de l'unification islamique, qui prend Tripoli d'assaut et prend le contrôle militaire pour 2 ans et demi à peu près, ce qui mène aux blessures de guerre, destruction et aux mémoires plurielles de guerre. Et aussi aux legs des groupes armés à Tripoli qui continuent aujourd'hui. Et selon mes informations, des personnes ou des mafias liées aux groupes armés contrôleraient aujourd'hui l'approvisionnement en eau, en électricité à Tripoli. On va après parler de la crise. Donc, pour revenir aux questions de fond, mon livre parle beaucoup du clientélisme libanais et fait l'argument que la contestation islamiste ou autre s'explique aussi par la kleptocratie des élites et par la nature du clientélisme. Et ce clientélisme est bien sûr aussi à nature confessionnelle. Donc, on voit aussi dans l'espace public des symboles très sunnites, et même Saddam Hussein en 2008. Mais bien sûr, Tripoli est bien sûr une ville divisée. C'est une ville, on ne peut pas dire que c'est une ville unie, même si 80 à 90% de la population est sunnite. Il y a beaucoup de différences de classe, d'éducation, d'affinités politiques et autres. On peut... Oui, en fait, Charb el-Nahas, qui est un économiste libanais, fait l'argument dans un article que Tripoli est en fait une ville schizophrène divisée en deux, dont le sud serait la ville riche de Tripoli, donc une ville qui communique avec Beyrouth, la capitale Beyrouth, avec Batroun, la montagne chrétienne, et une autre ville, Tripoli pauvre, qui communiquerait avec les camps palestiniens, avec la Syrie. Et donc vraiment une ville où les gens ne se parlent pas vraiment entre eux-mêmes. Et même quand j'ai fait mon terrain en Tripoli, j'ai constaté que quand on est dans les cafés à Chic à Tripoli, on entend parler de la violence à Bab el-Tebene, par exemple, que par les médias. On n'est pas affecté. Donc, pour revenir aux questions du soulèvement libanais, malheureusement, le soulèvement s'est affaibli petit à petit par le coronavirus, aussi par les stratégies de contre-révolution des élites politiques, mais aussi en raison de la crise économique. Et la situation à Tripoli est triste, même sinistre aujourd'hui, avec, pour ceux qui reçoivent de l'argent de l'extérieur, c'est plus facile. Enfin, c'est comme ça que le Liban survit, comme vous le savez. Mais même si, les familles qui reçoivent $200, ça suffit pas pour avoir l'électricité, le moteur, le logement, la nourriture. Donc, il y a aussi ce phénomène de bateaux surchargés, avec l'immigration irrégulière, qui coule, avec des morts, souvent des dizaines ou même des centaines de personnes. Donc, c'est vraiment une situation très, très triste. Et donc, pour conclure, Tripoli, selon mon argument, est une ville secondaire, une ville déclassée. Mais c'est aussi une ville sunnite au niveau démographique, politique, symbolique. Mais elle est quand même plus plurielle que ne pensent certains. Les troubles de Tripoli sont liés à la gouvernance. Ce n'est pas une crise de l'islamisme, à mon avis. Les leaders politiques, ils sont pour beaucoup. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais par exemple, ils donnent l'amnistie aux groupes armés, ils donnent les RITA, le CSI, la couverture politique aux milices, aux groupes armés pour qu'ils puissent exister en impunité, en toute impunité.
Il y a aussi le problème de confessionnalisme, ou sectarisme en anglais. Le sage politique des groupes radicaux, j'en parle beaucoup dans mon livre. Mais quand même, il y a des changements à l'œuvre depuis le soulèvement libanais. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Tine, pour cet exposé bien illustré, vivant, qui offre voilà, une entrée dans un ouvrage très riche que j'avais eu la chance d'évaluer pour Cambridge University Press. Donc, c'est un plaisir de le voir là, en chair et en os, comme on dit. Donc, on va passer maintenant à la présentation de Kjetil, qui, lui, a travaillé davantage sur le champ médiatique au Liban et ses liens avec les mobilisations et aussi ce qu'il désigne comme l'instrumentalisation de ce champ médiatique. Donc, je lui laisse le temps qu'il veut, et puis ensuite, on abordera une phase de questions. Merci Laurent. Je voudrais aussi tout d'abord remercier CAREP de nous accueillir ce soir et vous remercier tous d'être venus. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Est-ce qu'on peut commencer par le premier slide, s'il vous plaît? Voilà. Voici le livre donc, qui vient de sortir, qui est co-rédigé avec un collègue norvégien à l'université d'Oslo, professeur Jakob Høygilt, et qui parle du Liban, et c'est le sujet de notre conversation aujourd'hui, mais il parle aussi de la Tunisie. Et la semaine dernière, on a présenté le livre en Norvège en mettant l'accent sur la Tunisie, où il se passe beaucoup de choses ces jours-ci. Mais aujourd'hui, on parlera du Liban. Et en un mot, ce livre part du constat que le Liban et la Tunisie jouissaient d'un statut de deux pays arabes les plus libres sur la période que nous avons étudiée, qui est entre 2015 et 2020. Cependant, comme dans de nombreux pays du monde, les élites politiques et économiques contrôlaient et manipulaient les médias pour servir leurs propres objectifs. Et la question posée dans le livre est où le mélange de pluralisme et de manipulation laisse le journaliste en tant que force politique. Nous analysons son rôle politique dans deux sociétés où coexistaient pluralisme et manipulation des médias. Et le titre « La zone grise » fait référence à des contextes politiques hybrides où se combinent des éléments démocratiques et autoritaires. Nous réunissons des littératures provenant des études politiques et des études des médias et de la communication. Maintenant, le Liban et les protestations de 2019. Du 17 octobre 2019 à une bonne partie de 2020, le Liban a été témoin de manifestations populaires massives qui ont profondément ébranlé le système politique du pays. Les protestations ont été précipitées par le projet du gouvernement d'imposer des taxes sur le WhatsApp, l'essence et le tabac. Mais le problème sous-jacent était la corruption, la détérioration du niveau de vie et un profond sentiment d'aliénation politique. En quelques jours, les manifestations se sont propagées à travers le pays et les slogans des manifestants se sont étendus pour devenir une dénonciation de l'ensemble du système politique et de l'élite. Quelle que soit l'appartenance religieuse, des centaines de milliers de personnes de toutes les communautés religieuses du Liban ont participé aux manifestations, exigeant la démission de l'ensemble du gouvernement et une refonte majeure du système politique. Alors que les manifestations faisaient rage, quelque chose de nouveau s'est produit dans les médias libanais. Traditionnellement, les médias au Liban font partie intégrante du système sectaire. Différentes chaînes télé et maisons de presse s'alignent
sur les hommes d'affaires, les politiciens au sommet du système sectaire qui les financent et les soutiennent activement et attaquent d'autres politiciens dans un jeu politique entre les élites. Ce qui s'est passé en 2019, c'est que plusieurs médias, mais plus important encore, de nombreux journalistes éminents se sont rangés du côté des Libanais ordinaires avec le peuple contre toute l'élite. Dans cette conférence, je tente d'expliquer ce changement. Le Liban a historiquement été le pays arabe politiquement le plus libre. Il a été qualifié de berceau du journalisme arabe, ayant soutenu la publication de journaux populaires pendant plus de 150 ans. Cependant, les médias les plus importants sont les bras armés des hommes forts et des organisations politiques qui sont les soi-disant représentants de nombreuses communautés religieuses du pays depuis la fin de la guerre civile. La tension entre liberté d'expression et médias manipulés est ressentie au quotidien par les journalistes. Les journalistes libanais ont une position ambiguë dans la société et font face à un mélange particulier d'opportunités et de contraintes dans leur travail. Ils sont libres de dire ce qu'ils pensent, mais ils sont également fréquemment contraints ou incités à dire quelque chose. Ils doivent peser toute envie de critiquer le pouvoir en place contre la volonté de leurs employeurs. Le problème du journalisme mercenaire est explicitement reconnu en langage clair. Il porte un nom en arabe, un journaliste ou un média qui sert de porte-parole à un parti, un groupe d'intérêt, un politicien ou un autre homme fort est péjorativement qualifié de trompette, en arabe bourq. L'analogie est avec un héros médiéval qui souffle dans une corne pour annoncer le message de son maître. Être la trompette d'une personne ou d'un groupe, c'est être leur propagandiste. Les journalistes cooptés peuvent ainsi être traités de trompettes pour les politiciens, à boire les siyassiyin. En termes d'études médiatiques, le système médiatique libanais se caractérise par une combinaison de parallélisme politique et d'instrumentalisation. Selon la littérature, ces deux phénomènes poussent les journalistes dans des directions opposées. Prochain. Le concept de parallélisme politique renvoie à des formes stables de relations médias-politiques qui reproduisent les clivages politiques au sein du paysage médiatique. Il se manifeste au double niveau du contenu, la mesure dans laquelle les différents médias reflètent des orientations politiques distinctes, et l'organisation, les liens entre les organisations médiatiques et diverses parties de l'establishment politique, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Dans des systèmes caractérisés par l'alignement entre les médias et les opinions idéologiques, politiques et culturelles spécifiques, l'idéal journalistique n'est pas d'être un fournisseur neutre d'informations, mais de défendre activement une cause et d'influencer l'opinion publique. Le parallélisme politique invite au journalisme d'opinion, car on attend des journalistes qui adoptent un projet politique et qui rapportent dans une perspective partisane. En dehors de démocratie libérale, l'instrumentalisation des médias tend à accompagner le parallélisme politique. L'instrumentalisation des médias est une manifestation du concept plus large de clientélisme et sape l'autonomie du journalisme, puisque les journalistes sont, à un degré ou à un autre, contraints à des relations clientélistes avec des personnes puissantes. Les élites monopolisent le discours public et utilisent les organisations médiatiques et les journalistes individuels pour atteindre leurs objectifs personnels. Dans le livre, nous appelons cette situation le parallélisme politique instrumentalisé. Pendant les années où nous faisions nos entretiens avec les journalistes, les forces politiques au Liban étaient fortement polarisées entre l'alliance du 14 mars, le courant du futur de Saad Hariri,
et d'autres notables sunnites et les forces libanaises. Et l'alliance du 8 mars, Hezbollah, le président Michel Aoun et l'organisation musulmane chiite Amal. Ce clivage politique se reflétait dans le champ journalistique. Le milieu journalistique libanais était très fragmenté. La littérature montre que les journalistes travaillant sur instrumentalisation médiatique peuvent être réduits à des chiens d'attaque de la part des élites. Les cibles des attaques sont typiquement des rivaux politiques ou commerciaux. L'implication de ces pratiques est que les journalistes font partie de ce que nous appelons le conflit horizontal. Ils travaillent pour les élites contre les élites adverses, produisant des contenus médiatiques pour saper la position des adversaires ou repousser les attaques d'autres camps. Cependant, l'instrumentalisation des médias a aussi un effet latent, souvent ignoré. C'est une source de conflits verticaux. Dans les pays où la diffusion de liens clientélistes est généralisée, un conflit entre les élites et la base est inévitable. De larges pans de la population se sentent privés de leurs droits, voire opprimés, et en veulent aux responsables politiques. Par la manipulation des médias, les régimes politiques peuvent se protéger contre le risque de déstabilisation qui accompagne ce sentiment, mais l'instrumentalisation des médias est aussi une source de frustration chez les journalistes. Alors que les politiciens rivaux se disputent le pouvoir et exploitent le média à cette fin, un gouffre de méfiance et de désillusion divise les élites et les citoyens qui doivent vivre avec les conséquences des manigances et des transactions des politiciens. Pour les journalistes, il y a un danger de ternir sa réputation en étant trop proche d'un homme politique. Dans notre livre, nous montrons que les journalistes ont différentes manières de naviguer sur le terrain du parallélisme politique instrumentalisé. Certains suivent le courant et se laissent instrumentaliser pour gagner leur vie et accéder à des postes plus importants. Mais d'autres résistent. Ce dernier groupe a des stratégies pour gagner une marge de manœuvre vis-à-vis des décideurs. Malgré l'instrumentalisation généralisée, ils parviennent à se tailler d'un espace professionnel. Les plateformes numériques sont une ressource importante pour les journalistes critiques et indépendants. La création d'un journal numérique édité est relativement peu coûteuse et au Liban, il y avait peu d'obstacles légaux au lancement de sites d'actualité numérique. Pendant les manifestations, le véritable protagoniste numérique était bien sûr les médias sociaux. Pour de nombreux Libanais, et certainement les militants qui sont descendus dans la rue, Twitter, Facebook, YouTube, les groupes WhatsApp et Instagram étaient les plus importantes sources d'information. Les médias sociaux avaient deux fonctions principales pour les journalistes. Premièrement, ils ont donné aux journalistes l'occasion d'intervenir personnellement dans le débat public. Deuxièmement, les réseaux sociaux ont facilité une sorte de symbiose entre militants et journalistes par lesquels de nouvelles informations ont été propagées et le respect mutuel s'est développé. Une autre ressource importante pour les journalistes qui affrontent les décideurs est de rallier les gens derrière eux. Nous appelons cette stratégie la connexion avec les conflits verticaux. Lors des manifestations de 2019, de tels alignements entre les journalistes et le peuple ont pris de l'ampleur. Trois changements principaux se sont produits. D'abord, les journalistes ont modifié leurs pratiques professionnelles. Pendant des années, l'actualité au Liban s'est concentrée sur les dires et les faits et les gestes des chefs sectaires, les journalistes convergeant vers les palais et les villas où les puissants tiennent leurs conférences de presse. Or, au cours de manifestations, les politiciens qui occupaient autrefois le devant de la scène ont été complètement mis à l'écart. La plupart des médias n'étaient pas du tout intéressés à entendre ce qu'ils avaient à dire, se concentrant plutôt
sur les citoyens ordinaires. Une attitude auparavant différente a été remplacée par un reportage combatif et critique. Prochain, s'il vous plaît. Je cite d'un entretien. La révolution a rompu tant de relations et créé une distance entre les journalistes et les politiciens. Et le courage a commencé à faire surface. Maintenant, je peux regarder un politicien dans les yeux et lui poser les questions que les gens ordinaires poseraient. Les journalistes ont plus de courage face aux politiciens. Il y a eu un divorce, la distance entre les deux s'est accrue. Cette attitude critique, voire dédaigneuse envers les politiciens, s'est accompagnée d'un regain d'intérêt pour le sort des Libanais ordinaires et des régions au-delà de Beyrouth. De nombreux grands médias ont déplacé leur attention des faits et gestes d'éminents politiciens vers des reportages sur des gens ordinaires, qu'il s'agisse de rendre compte des manifestations en cours ou de rendre visite à des familles pauvres de Tripoli qui luttaient pour survivre au milieu d'une crise économique qui s'aggravait. Les journalistes ont décrit que c'était une découverte de voir les bidonvilles et les quartiers pauvres. L'image complète et peu flatteuse du Liban était inconnue de la plupart en raison de l'accent traditionnel des médias sur les politiciens riches et puissants de Beyrouth. Deuxièmement, il y a eu un virage vers le journalisme activiste. De nombreux... De nombreux journalistes ont estimé qu'ils avaient l'obligation morale de protéger les gens ordinaires qui ont été violemment attaqués par l'élite lorsqu'ils ont exprimé leur frustration et leur colère. Par exemple, Jalel, journaliste à Al-Jadid, a déclaré que leurs équipes devaient rester en ondes car ils savaient qu'au moment où ils étendraient les caméras, les manifestants seraient attaqués par l'appareil de sécurité et des voyous. De nombreux journalistes ont exprimé leur critique du système en démissionnant de l'organisation médiatique où ils travaillaient. Dima Sadek en est un exemple. Elle était l'une des journalistes les plus connues de la chaîne LBCI. Elle s'est fortement investie dans les manifestations et a participé ouvertement au blocage de routes. Fin novembre 2019, elle a été attaquée par le Hezbollah et partisans de l'Amal qui lui ont volé son téléphone portable. Puis la direction de LBCI a refusé le temps d'antenne de Sadek, apparemment à cause d'une erreur administrative qu'elle avait commise. La vraie raison était qu'elle avait publiquement exprimé son soutien pour la révolution via son compte Twitter personnel et directement accusé de hauts fonctionnaires du gouvernement de corruption. Elle n'était plus autorisée pour ancrer l'actualité et ses tweets ont été soumis à la censure de la LBCI administre. Sadek a réagi en démissionnant du LBCI, comme vous voyez ici. Le troisième changement médiatique s'est produit au niveau organisationnel. Prochain slide, s'il vous plaît. Lorsque des journalistes de plusieurs organisations médiatiques différentes ont créé un nouveau syndicat professionnel indépendant, le Liban a déjà 2 syndicats de la presse, mais ceux-ci sont cooptés par les dirigeants et n'ont joué aucun rôle significatif. Dans sa déclaration fondatrice, le groupe a écrit que le nouveau syndicat faisait partie du soulèvement populaire visant à faire tomber le système et à le remplacer par un système laïque fondé sur la justice sociale et la liberté. Ils ont clairement pris position contre le journalisme au nom des élites, accusant les institutions professionnelles existantes d'être de simples boîtes postales pour les politiciens puissants et leurs propagandistes. Le nouveau syndicat a été salué par de nombreux journalistes. Ainsi, le rôle politique du journalisme libanais a remarquablement changé au plus fort des manifestations. L'habituel conflit horizontal entre différentes élites a pratiquement disparu
de la couverture médiatique et la logique du conflit vertical entre les gens ordinaires et l'élite l'a remplacé et s'est imposé même aux médias fidèles au système. Les journalistes eux-mêmes ont affirmé que les médias ont été divisés selon de nouvelles lignes. Au lieu des conflits inter-élites horizontaux, les journalistes prenaient désormais parti pour ou contre ce qu'ils appelaient une révolution, parfois au risque d'être licenciés par leurs employeurs. Dernière slide. Voici une illustration très claire. Il s'agit de Mohamed Zabib, journaliste à l'important journal Al-Akhbar. Il s'est spécialisé dans le journalisme d'investigation et la corruption. Et ses articles ont été importants pendant le soulèvement. Le 12 février 2020, il a été agressé et battu par des voyous dans un parking tard la nuit. Une fois sorti de l'hôpital, il a publié un fac-similé d'un document officiel détaillant les transactions bancaires au Liban 2018-2019 et un commentaire sur Facebook. Zabib a écrit: cette oligarchie n'est pas seulement des voleurs, elle est aussi très stupide. Pense-t-il vraiment que nous allons avoir peur et nous rendre? Examinez ce tableau et découvrez qui nous vole. La communauté 1% est responsable de 98% des retraits de dépôts. Ils ont confisqué nos salaires et nos économies pour retirer 15 milliards de dollars l'an dernier seulement. Je vous aime tous tendrement, laisse que l'oligarchie tombe. Pour conclure, le soulèvement de 2019 a catalysé 3 changements parmi les journalistes libanais. Ils ont détourné leur attention des querelles d'élite et des conférences de presse d'autosatisfaction pour se concentrer sur les gens ordinaires. Ce changement s'est accompagné d'un virage vers le journalisme activiste, dans lequel les journalistes et les militants de droits civiques se soutenaient mutuellement, partageant un objectif commun de démanteler le sectarisme et de tenir les dirigeants responsables. Dans le secteur des médias, cet objectif s'est manifesté par la création d'un nouveau syndicat alternatif qui s'identifiait explicitement aux objectifs de la révolution du 17 octobre, comme ils l'appelaient. Merci. Merci à tous les deux pour ces exposés qui nous permettent de mesurer les bouleversements à l'œuvre au Liban. J'aurais aimé peut-être te donner l'opportunité, Tine, de spécifier plus spécifiquement ce que tu as mesuré comme les transformations en fait depuis 2019. Tu expliquais que la ville avait en effet changé, que notamment peut-être, c'est ce que moi j'ai compris, il y avait eu une mise à distance des logiques confessionnelles qui est largement corroborée par l'espace médiatique présenté par Ketil. Mais plus directement, comment est-ce que toi tu qualifies ces transformations et comment est-ce qu'elles s'expriment dans la ville? Ensuite, peut-être pour Ketil, pour avancer aussi dans la réflexion, est-ce que tu considères que les transformations que toi tu as présentées ont pu être autre chose qu'un feu de paille, d'une certaine manière, avec le recul maintenant de près de 4 années ou 3 ans et demi? Est-ce que les transformations ont tenu cette remise à distance des acteurs confessionnels? Ou bien on a eu, comme ailleurs dans la région, souvent à la suite de ce qu'on avait appelé les révolutions ou les printemps, finalement des stratégies de résilience, de résistance des acteurs qui eh bien, tenaient le haut du pavé selon des logiques dans le contexte libanais qui était celle de eh bien, l'instrumentalisation, comme tu le disais.
Merci Laurent. Je pense que depuis 2015, la société civile au Liban et notamment en Tripoli est en plein essor. La société civile à Tripoli comprend beaucoup de femmes très actives et dans un premier temps, elle est peut-être très dépendante des élites politiques, mais elle s'autonomise de plus en plus. Par exemple, lors de la crise des poubelles, un rassemblement, enfin un groupe s'est organisé pour éviter l'exportation des poubelles de Beyrouth à Tripoli. Et c'est ce même groupe qui a été en fer de lance des manifestations d'octobre 2019. Oui, premier point, société civile, mais c'est aussi en raison de la dégradation de l'économie clientélisme, dans le sens où Saad Hariri, il n'a plus de services à donner à Tripoli. Il a fermé ses cliniques, il donne plus d'aide. Enfin, maintenant, il s'est retiré de la politique. Mais bien avant 2019, octobre 2019, 17 octobre, il a fermé des cliniques. Enfin, le courant de futur avait plus d'argent et a dû fermer des cliniques et des aides sociales. Donc, il y a eu en 2019-2020 une mise à distance des logiques confessionnelles, mais il y a quand même eu des réactions très fortes. D'une part, des acteurs confessionnels qui, eux, disent que la révolution, c'est une conspiration américaine et que Tripoli, économiquement, ils continuent les théories de conspiration et ils disent, enfin, parce que pour moi, c'est une théorie de conspiration que Tripoli est punie parce qu'elle est sunnite. Mais donc, ce discours confessionnel continue. Et bien sûr, les islamistes ont été absents du soulèvement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas soutenu ils n'ont pas tiré les ficelles, mais ils ont été en faveur du soulèvement. Souvent, ils n'ont pas voulu se joindre au soulèvement. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu, parce qu'ils ne voulaient pas donner une mauvaise image à ce soulèvement comme étant voilà, islamiste ou quoi que ce soit. Donc, pour la jeunesse, par exemple, bien sûr, il y a eu une mise à distance des logiques confessionnelles, mais je t'avoue, je n'ai pas fait autant d'entretiens pour le savoir. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, alors, ces manifestations étaient un phénomène vraiment exceptionnel. Ce n'était pas le Liban de tous les jours. Je dois dire que, peut-être expliquer que dans notre livre, donc on étudie le rôle politique du journalisme sous l'instrumentalisation des médias. Et on s'interroge sur comment les journalistes peuvent exercer le métier, peuvent trouver une marge de manœuvre, en fait, envers des élites qui essayent à chaque occasion de les instrumentaliser. Et on cherche les éléments, les facteurs qui font que les journalistes sont plus forts dans leur rapport avec l'élite. Et l'élément le plus important, ce que nous trouvons dans les deux pays, c'est quand le public est là, derrière les journalistes, alors les journalistes ont beaucoup plus de force que d'habitude. Et au Liban, c'est ce qui s'est passé en 2019. C'était que les gens étaient dans la rue et que il y a une espèce de symbiose entre des journalistes critiques et le peuple qui manifestait. Ce qui faisait que, du coup, les journalistes avaient une force incroyable, en fait. Ils étaient très importants pour ces manifestations. Mais bon, quand les manifestations s'arrêtent, cette force n'est plus là. C'est pas la même situation aujourd'hui, loin de là, c'est sûr. Donc, pour dire que pour nous, le chapitre qu'on écrit sur ça sert à montrer ça, en fait, que
le pouvoir se connecter avec des conflits verticaux, ça renforce les journalistes. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des transformations qui sont restées? Oui, je crois que oui, certaines transformations, oui. D'autres, non. Tout au début, il y avait des médias même des médias qui ont vraiment promouvu les manifestants et qui ont soutenu la révolution. Ça, après un moment, ils sont revenus à leur vieille position et c'était plus du tout ça. Or, les médias numériques comme certains, surtout Mégaphone et Telège sont le plus important, continuent à publier des articles très, très critiques. Ils sont devenus aussi des références que beaucoup de gens lisent et consultent, et notamment après les manifestations. Mais bon, le problème essentiel du journalisme, c'est l'économie. Et l'économie libanaise, comme vous le savez, s'est effondrée complètement. Alors, le problème, c'est d'avoir du travail. Il y a même des journalistes qui jouaient des rôles importants en 2019, qui ont été obligés de quitter le pays. Ils se trouvent maintenant dans le Golfe. Donc, d'autres doivent travailler. Donc, il faut faire des compromis. Il faut trouver un travail chez la chaîne qui paye pour leur service. Mais bon, ils continuent non plus quand même à mobiliser. J'ai juste oublié de dire que à Tripoli, je pense que aussi les gens ont trouvé que c'était pas juste que Saad Hariri, qui était alors Premier ministre, a démissionné alors que les deux autres présidents, enfin le président de la République et le président du Parlement, sont maintenus dans leur poste. Et bien sûr, je pense que Saad Hariri manque à beaucoup de personnes à Tripoli, enfin, parce que je pense que la révolution a été affaiblie, malheureusement. Et, enfin, même si les gens soutiennent la Saoura, les logiques clientélistes ont repris du terrain. Ils ont pu s'infiltrer aussi dans la révolution. Et en tout cas, les gens veulent un leadership politique maintenant. Ils souhaiteraient en avoir, mais Tripoli, en ce moment, enfin, même si Najib Mikati est Premier ministre, comment dire, acting, enfin, il est par intérim, oui. Enfin, Tripoli n'a pas vraiment de représentation politique et il souhaiterait en avoir. D'accord, on va peut-être passer le micro dans la salle pour que je vois qu'il y a un certain nombre de questions et puis ensuite sur Zoom également. Merci, merci beaucoup. Par rapport à Tripoli, peut-être parce que le temps était court, mais il y avait des détails concernant l'histoire de la ville, la composition communautaire de la ville, le rôle syrien d'introduire une communauté qui était presque inexistante dans la ville, notamment à Jabal Mahsen, les Alaouites. Aussi, l'explication pourquoi on parle d'islamistes à Tripoli. Parce que c'est pas seulement parce que les gens sont réveillés le matin et se sont dit, bon, il vaut mieux être islamiste que communiste. Parce qu'il y a eu tout un développement ou une dégradation de la situation qu'on a connue partout dans le monde arabe, pas seulement à Tripoli. Et mettre l'accent beaucoup sur l'islamisme de la société tripolitaine risque de un petit peu stigmatiser, et c'est malheureusement très répandu dans la littérature
j'allais dire françaises, pour ne pas citer des noms. Vous avez montré une photo très intéressante quand vous avez parlé des islamistes à Tripoli. Une photo des jeunes gens avec un bandeau La ilaha illallah et le drapeau de la révolution syrienne. Ça prête aussi à confusion parce que ça veut rien dire d'avoir La ilaha illallah sur la tête. C'est comme je disais au début de la révolution, quand Lionel Messi marquait un but, les gens pouvaient dire Allahu Akbar ou La ilaha illallah. C'était une manière de contester le système en place. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, on a montré, qui risquent d'être interprétés par certains qui ne connaissent pas la région, qui ne connaissent pas la complexité des sociétés, comme étant une manifestation d'islamistes qui brandissent le drapeau syrien de la révolution. Ça veut dire la révolution syrienne. C'est la logique pavlovienne qui a une analyse très mécanique. Vous avez aussi parlé de quartiers riches, quartiers pauvres. Et ça s'étend aussi sur toute la région. Alep, quand Alep Est était envahi par le pouvoir, Alep Ouest, qu'elle soit sunnite ou chrétienne, c'est pas du tout religieux, c'est question de classe économique, a manifesté sa joie. Pareil pour quand le Liban en 2006 était sous bombardement. Moi, j'ai des amis libanais qui m'ont dit, qui ont profité de ce repli pour faire du vélo à la montagne. Alors, c'est une question très économique plutôt que communautaire. Et si vous permettez, je pose la question concernant le deuxième livre ou le commentaire. Nadine doit le connaître mieux que moi. Dans les années 60, le président libanais Bachar al-Khouri, il a invité les rédacteurs en chef de la presse libanaise, déjà à l'époque où on parlait d'une presse très libre, très démocratique, qui exprimait les points de vue de tout le monde. Et il leur a dit à l'entrée de Baabda, bienvenue dans votre deuxième pays, le Liban. Depuis sa création, la presse libanaise a joué le rôle de boîte postale, le rôle de messager, le rôle de l'agent de l'étranger, Kamel Mroué, financement, oui. Al-Hayat et Kamel Mroué, qu'on considère comme le journal le plus libéral, il ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas Abdel Nasser à combattre en Égypte. Ainsi de suite. Et la migration des journalistes remonte, elle ne date pas d'hier et de la crise économique. Toute la presse arabe à Paris a été fondée par des Libanais dans les années 70 et 80. C'est dû à la guerre, bien entendu, civile. Mais en même temps, les grands noms de la presse libanaise, qu'on a toujours respectés, ils ont fait toujours des compromis. Ils se sont vendus. Une revue très connue de l'époque était parue avec la couverture qui soutenait l'invasion de Koweït par Saddam Hussein. La nuit même, ils ont reçu un chèque blanc. Ils ont retiré le numéro des kiosques et ce sont les mêmes journalistes qu'on admirait beaucoup dans notre jeunesse qui ont réécrit leur même article dans le sens contraire. Et je termine. Vous avez souligné l'importance de mégaphone et de daraj. Je suis tout à fait d'accord. Mais Al-Akhbar, je suis désolé, c'est pas un bon journal. C'est même pas un journal. C'est un torchon de Hezbollah. Et Monsieur Zbib, qui a parlé de la corruption de certains, il n'a jamais osé parler de la corruption de Hezbollah
et de la fabrication de la drogue dans le Bekaa et l'exportation du Heptagone par le Hezbollah ailleurs parce qu'il est payé par le Hezbollah. Mais Mégaphone et Daraj, ils ont fait leur travail correctement. Même Daraj, elle fait partie de ce consortium de la presse internationale qui ont révélé les Panama Papers et autres sujets. Merci beaucoup. Je peux commencer comme ça. Merci beaucoup pour ce commentaire très intéressant. Et je vous suis parfaitement. Juste pour expliquer notre idée dans le livre davantage, c'est que nous, on considère que le Liban et la Tunisie sont des contextes politiques hybrides, c'est-à-dire quelque part entre la démocratie et autre chose. Et on essaie de montrer comment cette hybridité se reflète dans le champ journalistique. Et oui, du coup, il y a des pratiques hybrides partout et tout le temps. Et c'est pas du tout nouveau. Il y a une longue histoire pour ça, comme vous l'avez expliqué, et comme on l'explique aussi dans le livre. Parce que le Liban a toujours été caractérisé un journalisme d'opinion. Et souvent, ces opinions étaient payées par des acteurs régionaux. À l'époque où le Liban était le seul pays qui jouissait d'une vraie liberté d'expression, alors le Gaddafi ou le Saddam Hussein d'autres pays venaient au Liban pour faire parler les journalistes dans le sens qu'ils souhaitaient. Donc, voilà. Merci Merci pour ces commentaires très pertinents. Juste pour l'image du jeune avec La ilaha illallah et la révolution syrienne. Donc en fait, c'est un cas particulier, c'est le cas d'un jeune qui s'appelle Shadi Maoulawi, un salafiste qui est arrêté en mai 2013, soupçonné d'être... il a été arrêté. Il a été libéré par la suite par Najib Mikati et en fait il réémerge 2 ans plus tard comme faisant partie, leader de Jabhat al-Nusra à Tripoli, et il a fait des surenchères avec l'armée à Tripoli. Bien sûr, je pense que la solidarité avec le peuple syrien a été très instrumentalisée à Tripoli, puisque dès le début les manifestations ont été organisées que par les groupes islamistes qui ont très vite fait l'amalgame entre sunnites au Liban et sunnites en Syrie. Donc pour eux, c'est une cause sunnite du Proche-Orient. Donc ils ont complètement retourné le message de la révolution syrienne à leur fin. Pour ce qui est du rôle syrien au Liban, j'ai écrit des articles sur ça. J'ai pas eu le temps d'en parler maintenant, puisque quand on parle de toute une ville, il y a tellement de choses à dire. Mais j'en parle beaucoup dans ma thèse aussi. Je parle de gouvernementalité syrien, la répression, la torture, des histoires, comment la Syrie a joué, l'armée syrienne et les services ont joué les uns contre les autres. En fait, comme vous le savez, la Syrie est entrée au Liban en 1976, est restée jusqu'en 2005. Et en fait, pardon? Oui, au niveau des services. Mais en tout cas, il y a eu un massacre à Tripoli en 86, à Bab el-Bene, et en fait, qui a été fait principalement par les Alawites du Liban. Et en fait, c'est une instrumentalisation syrienne, une manière de rendre intelligente de rendre les Alawites libanais plus dépendants du protecteur syrien. C'est très malin et c'est triste. Maintenant, en fait, les Alawites libanais ont été un peu libérés de la prise de contrôle syrien, parce que leurs leaders, certains ont décédé, mais d'autres, le leader Rifat Aïd,
qui était proche de Rifat al-Assad, enfin, de son père, il s'enfuit en fait. Il s'est enfui en Syrie depuis un moment. Donc, ils sont plus libres à créer de nouveaux leaderships. Pour ce qui est des classes économiques, je suis d'accord complètement. Notamment chez les sunnites, la classe économique est plus importante que la confession, puisque les sunnites ne se définissent pas comme une minorité au Proche-Orient, mais plutôt comme une majorité dans toute la région. Et bien sûr, il y a de très grandes différences économiques à Tripoli. Dans mon livre, j'essaie d'en parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou... Ouais. Merci beaucoup. J'ai une ou deux questions pour Kjetil, puisque je connais bien Tiné, donc on a déjà beaucoup discuté son travail. Et puis j'avais une question également pour Tiné sur le leadership sunnite, mais tu en as un petit peu parlé. Donc je vais plutôt me concentrer sur la question des journalistes, enfin du journalisme et des journalistes. Alors, la première question, c'est plus une question sur tes catégories. Régime hybride, donc en fait, j'imagine que du coup, tu places la Tunisie et le Liban entre démocratie et autoritarisme, donc l'hybridité de ces deux régimes, et que tu regardes en fait la question du journalisme à travers cette catégorie. Je me demandais, puisque tu as beaucoup parlé de polarisation et de mésinformation ou misinformation, si tu utilisais aussi la catégorie d'autocratisation, parce qu'on parle beaucoup de autocratization of the world, où je retrouve cette catégorie assez fréquemment, surtout sur les questions d'information et de mésinformation. Donc, je voulais savoir si tu t'étais intéressé à ça et si tu retrouvais en fait cette catégorie, enfin, ce que toi tu considères comme l'hybridité de la Tunisie et du Liban, si tu peux les comparer avec d'autres régimes politiques dans les démocraties occidentales, on va dire. L'autre question, c'était plus sur la Saoura et la question des réseaux sociaux. Est-ce que tu considères également que les nouvelles technologies ont pu aider en fait à rendre silencieux, comme on dit en anglais, les protestations, donc qui sont utilisées plutôt comme des outils de contrôle plutôt que à aider tout simplement à la création d'une unité nationale libanaise, que les réseaux sociaux ont pu participer à l'inverse, à réprimer ces mobilisations. Et la dernière question, c'est sur le journaliste en tant que tel. Est-ce que le journaliste ne peut pas aussi utiliser une adhésion à la Saoura, on va dire, dans le cadre de son propre métier de journaliste, c'est-à-dire le journaliste est libanais et vit dans la société libanaise, donc il a plusieurs types d'identification. Il a une identification à la Saoura s'il veut, mais il a d'autres identifications ou liens de solidarité avec sa communauté, je sais pas, son métier, ses collègues de travail. Est-ce que se réclamer de la Saoura ne peut pas être une ressource pour le journaliste pour avancer tout simplement dans sa carrière? Est-ce qu'il faut déconnecter, est-ce qu'il faut classer les journalistes entre d'un côté des journalistes comme Daraj et les autres qui seraient les bons élèves, on va dire, du Liban démocratique, et les autres? Voilà. Bon, plein de très bonnes questions là. En commençant par le régime hybride, je dois préciser qu'en fait, on essaye d'éviter on ne parle pas de régime hybride parce que c'est pas les régimes qui nous intéressent. On n'est pas là pour comparer des structures. On n'essaie pas de comparer le régime du Liban au régime tunisien. On s'intéresse plutôt à ce qui se passe à l'intérieur de structures. On essaie d'étudier les pratiques, les processus du journalisme à l'intérieur de structures. Et du coup, on ne parle pas de hybrid régime. On parle de hybrid politics, politique hybride. C'est des pratiques qui sont entre les deux.
des pratiques comme l'instrumentalisation des médias elles-mêmes qui se trouvent un peu entre qui brouillent la piste entre la démocratie et l'autocratie. Et puis on s'inspire, on essaie à la fois de voir ce que disent les sciences politiques sur le régime hybride et en apprendre, en tirer des leçons, mais aussi voir comment l'hybridité a été décrite dans les sciences des médias et de la communication. Parce que là aussi, il parle beaucoup d'hybridité. Et journalisme hybride ou bien la technologie hybride. Et on essaie d'en tirer des leçons des deux côtés, d'en faire un espèce d'amalgame, enfin de le mettre en notre analyse à nous. Le mot autocratisation, on ne l'utilise pas. Et c'est parce qu'on s'arrête en 2020, on n'a pas vraiment analysé la rechute de la Tunisie vers l'autocratie. Si on avait continué, on aurait dû introduire ce mot, j'en suis sûr. Alors, les réseaux sociaux, est-ce que c'est des outils de contrôle de la population? C'est sûr qu'il y a cette tension dans le monde entier entre les réseaux sociaux qui permettent aux activistes de s'organiser par le bas et de défier les structures politiques existantes. D'un côté, et de l'autre côté, la capacité de régime à utiliser ces réseaux, ces traces en fait digitales pour aller chercher les gens qui ont écrit certaines choses et les mettre en prison. Et je crois que dans le monde, on peut même dire que c'est peut-être un outil plus précieux pour les régimes que pour les protestataires, d'une manière générale. Et surtout dans les États forts, c'est-à-dire en Chine, c'est sûr. C'est beaucoup plus intéressant pour le régime d'avoir des réseaux sociaux que pour les gens. Mais dans un contexte d'État faible, comme le Liban, et pas seulement faible, mais divisé à l'intérieur de lui-même, c'est pas si sûr. En fait, le bilan peut-être... là aussi, au Liban, c'est sûr que le digital est utilisé pour réprimer, on monte des bots, quand un journaliste écrit quelque chose de critique, il se retrouve avec des milliers de tweets qui l'accusent, Donc au Liban aussi, c'est un vrai problème. Mais le fait que l'État libanais est tellement divisé, en fait que on n'est pas dans un scénario chinois. C'est différent. Troisième question, est-ce qu'on peut se réclamer de la Sawra pour avancer dans sa carrière? Je sais pas. On pouvait peut-être se faire un nom pendant la Révolution, c'est sûr. Il peut y avoir de ça, mais finalement, pour avancer dans sa carrière, bon, il y a deux façons de le faire. Soit il faut aller chercher un travail chez les chaînes qui sont déjà là et qui sont étroitement liées aux élites. Donc, se réclamer de la révolution, c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Soit on essaye d'établir quelque chose d'alternatif, de critique, et voire même dépasser les médias, enfin, vraiment des espèces de citizen journalism, ou créer un nom. C'est possible, mais je ne sais pas si ça a été... je veux dire, les mégaphones, les DRH, ils étaient là déjà avant. Ils étaient fondés avant la Révolution. C'est juste qu'à travers la Révolution, ils ont montré que, enfin,
leur courage et la qualité de leur journalisme aussi a fait que, bon, ils ont pris de l'élan. Mais est-ce qu'il faut faire la part entre Mégaphone et Daraj et tous les autres? Je crois pas. Il ne faut pas être si radical. Il faut voir que dans pas mal de médias très différents, il y a des journalistes, en fait, qui essayent d'exercer le métier d'une manière honnête. Et que malgré l'instrumentalisation, on trouve, l'intérêt de notre livre, c'est d'aller voir. Quand on regarde l'instrumentalisation, on perd complètement l'espoir. On se dit, bon, c'est complètement corrompu, il n'y a aucun au sport, il n'y a pas de place pour des gens qui aimeraient un journaliste correct, un journalisme correct. Mais quand on baisse le regard pour voir ce qui se passe au-dessous de l'instrumentalisation, on voit qu'en fait, il se passe pas mal de choses intéressantes qui n'est pas au niveau des médias, pas des grandes chaînes, mais au niveau, disons, plutôt humain. Il y a beaucoup de journalistes dans les deux pays qui essaient d'exercer leur métier d'une façon professionnelle et qui trouvent des manières de le faire au quotidien. C'est ça qu'on essaie de montrer dans le livre. J'aurais une question pour Tine. Une première concernant le choix de ton titre, parce que pendant ta présentation, tu nous as dit que finalement Tripoli est une ville plurielle, que le problème n'était pas finalement l'islam, plutôt l'économie, et pourtant tu as choisi un titre qui met l'accent sur la question identitaire religieuse, puisque le bouquin s'appelle The Sunni City. Donc peut-être si tu pouvais répondre à cela. Et une deuxième question concerne plutôt ton approche par finalement le biais géographique, hein, parce que finalement c'est un ouvrage qui s'intéresse aussi à la ville. Et donc une des questions que j'avais pour toi, c'est qu'est-ce que la ville a fait à la Thawra à Tripoli, c'est-à-dire la manière dont la ville est construite, peut-être aussi par rapport aux barrages qui ont pu apparaître dans la ville. On a eu ici une excellente présentation de Laura Montfleur qui a regardé un peu l'espace urbain dans la Thawra égyptienne et comment finalement les manifestants se sont appropriés ces barrages et ces obstacles. Et donc la contre-question aussi, qu'est-ce que la ville finalement qu'est-ce que la ville a fait à la Thawra, mais qu'est-ce que la Thawra a fait aussi à la ville de Tripoli et comment elle a finalement transformé cette ville. Tu nous as parlé du Poor Tripoli and the Rich Tripoli. Est-ce que ces lignes-là qui ont existé ont bougé après la Thawra ou pas? Comme il reste peu de temps, on va prendre une série de questions. C'est pas une question, c'est un commentaire et je vais beaucoup l'abréger effectivement. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble que Laurent a d'entrée de jeu posé la question fondamentale qui est ces transformations ont-elles duré et y a-t-il eu distance des logiques confessionnelles ou de la logique confessionnelle? On a une réponse, je m'attendais à ce que l'un d'entre vous la mentionne. Nous avons eu des élections législatives en mai dernier et les résultats de ces élections législatives qui avaient soulevé beaucoup d'espoir chez tous ceux qui avaient participé à la contestation. Il y avait énormément, pour la première fois, de candidats d'un nouveau genre qui n'appartenaient pas au parti traditionnel. Et ces élections ont montré que finalement, les élus étaient les hommes des partis traditionnels, qu'il n'y a pas eu de modification dans la représentation politique, l'opposition n'ayant eu que 13 députés contre Leïla, c'est combien de Juan Trou de mémoire, 160, 180, enfin, contre
tout le restant des députés. Et à mon sens, cela indique une chose qui reprend ce que Tine disait tout à l'heure, c'est que on ne peut pas traiter la question confessionnelle ou la question communautaire simplement comme une question politique. Nous avons affaire à un fait social total et il est très possible que dans la Saoura, les gens contestent le système confessionnel à cause de toutes les conséquences qu'il a sur le plan économique, sur le plan même de la liberté politique, etc. Mais par contre, cela ne remet pas en cause un certain nombre de références identitaires. Et il est vrai que des Beyrouthins, par exemple sunnites que je connais très bien, qui étaient dans la contestation, se sont beaucoup identifiés, pas seulement pour des raisons politiques, mais à l'opposition syrienne, parce qu'elle a été lue aussi comme une communauté persécutée par le régime de Bachar el-Assad, ce qui n'est pas niable par ailleurs. Et donc, on ne peut pas se permettre d'utiliser des catégories occidentales pour travailler sur les mobilisations de cette région du monde, parce que ce qui se met en scène renvoie à des niveaux d'appartenance, d'identité, complètement de solidarité, qui sont très différents et qui n'existent pas, pour l'essentiel, à l'ouest de la Méditerranée. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, je pourrais parler 3 heures, je ne vais pas le faire. Mais j'insiste énormément sur le fait qu'on ne peut pas dire que la question confessionnelle se résume à ce qui se passe sur la scène politique. Alors, ce sont les questions de personnes sur Facebook, sur Zoom. Alors, Monsieur Sajid Mohsin, qui dit bonjour et merci pour vos interventions. Est-ce que vous avez vu des différences significatives entre les mobilisations à Tripoli et à Beyrouth pendant le soulèvement? Le fait qu'il y ait une majorité sunnite à Tripoli a-t-elle empêché ou diminué le risque de répression par les autorités politiques locales? Ça, c'est une question. Une deuxième question, c'est concernant vous avez parlé de l'instrumentalisation par les pouvoirs concernant le journalisme. Est-ce que pour le Liban, qui est longtemps considéré comme l'Eldorado de la presse ou de la liberté de la presse et de l'édition dans le monde arabe, y a-t-il des formes de censure étatique? Par qui, quel organe elles sont exercées? Et est-ce qu'elles ont connu une différence après la Thawra? Voilà. Merci. Merci pour ces questions. Alors, pour le titre, j'ai eu cette question avant. En fait, j'ai essayé d'expliquer un petit peu dans ma présentation le choix justement du titre, parce que j'ai eu cette critique lorsque j'ai présenté à Beyrouth. Après, quand j'étais à Tripoli, j'ai expliqué ça. Ils étaient tous d'accord que Tripoli, non, c'est bien une ville sunnite. Donc, eux, ils sont fiers de ça. Enfin, en tout cas, les gens qui étaient dans ma présentation. En tout cas, la raison pour laquelle j'ai choisi ça, j'aurais peut-être pu choisir Secondary City, bien sûr. Mais c'est c'est une Secondary Sunnicity. J'essaie d'expliquer, aussi dans la présentation, j'ai essayé d'expliquer l'amalgame qui est souvent fait entre le régionalisme, l'identité régionale du Nord et le confessionnalisme. Et que les gens souvent pensent qu'ils sont punis, que la ville de Tripoli est punie parce qu'elle est sunnite. Souffre parce qu'elle est sunnite. Même que la pression syrienne, la répression syrienne a été faite
ça serait pas pour des raisons économiques, mais aussi pour des questions confessionnelles, parce que les Syriens avaient peur que les sunnites de Tripoli donnent des idées aux sunnites de Syrie. Mais bien sûr, j'ai fait mon terrain lorsque les tensions confessionnelles étaient à leur comblé entre 2008 et 2015. Donc, il est absolument possible que j'aurais peut-être eu d'autres résultats de mon enquête si c'était fait à une autre période. Ou bien si j'avais peut-être interviewé d'autres personnes, comme par exemple Candice Raymond, elle travaille sur la gauche à Tripoli. Donc, bien sûr, ça dépend des gens avec qui on s'entretient. Mais j'ai fait beaucoup d'entretiens quand même, plus de 300 entretiens. Et enfin, j'ai vraiment senti cette vision de ville sunnite. Mais je sais que certaines personnes n'aiment pas ce titre. Mais j'essaie, enfin, dans mon livre, j'essaie vraiment d'expliquer les nuances. Vraiment, j'essaie de vraiment insister sur ça. Donc, peut-être, enfin, voilà. Deuxième question. Je n'ai pas vraiment travaillé sur ça, mais je sais que nous avons une collègue danoise qui s'appelle Anne-Christine Rønn, qui travaille sur l'espace public à Saht Nour, dans la place Nour, pendant la Révolution. Et en fait, ce qu'elle a montré, elle a fait du terrain à cette période-là, c'est que il y avait beaucoup de divisions entre les manifestants pendant le soulèvement, et que en fait, les gens se sont divisés géographiquement pour ne pas trop se disputer. Donc, les intellectuels étaient d'un côté, les gens avec les DJ qui dansaient, chantaient d'un autre côté, et les casseurs d'un autre côté. Donc, vraiment, c'est l'argument qu'elle fait. Et bien sûr, au niveau de l'espace public, la ville a quand même été beaucoup bloquée économiquement à cause de la Saoura, puisque un square central a été bloqué pour les chauffeurs de taxi, pour les écoles, etc. Donc, ça a été compliqué. Et ça a rendu aussi les gens issus de milieux défavorisés, donc c'est-à-dire beaucoup des Tripolitains, à abandonner la Saoura petit à petit. Et donc, pour les significatifs des manifestations à Tripoli et Beyrouth, c'est une bonne question. Je ne peux pas répondre, hélas, mais c'est une excellente question. Pour la répression, ce qu'il y a eu au moins de répression à Tripoli, il y en a eu moins, puisqu'il n'y a pas le Hezbollah n'est pas présent à Tripoli. Donc, ce qui explique aussi la continuation de manifestations à Tripoli. Et c'est pour cette raison aussi que Tripoli a pu prendre ce rôle de mariée de la Saoura, de continuer les mobilisations et inspirer des manifestations à Beyrouth, alors elle s'était arrêtée à Beyrouth. Et pour les concepts occidentaux, ce sont de bonnes remarques et je suis d'accord pour le confessionnalisme, mais je trouve tout à fait au contraire, on devrait utiliser les concepts occidentaux et internationaux, occidentaux, orientaux de tous. Et je trouve pas du tout, c'est un autre débat, je sais pas, peut-être je vous ai mal compris, mais je trouve pas que le Moyen-Orient est exceptionnel. Je trouve absolument qu'on peut utiliser les concepts utilisés aux États-Unis, par exemple, pour comprendre le Moyen-Orient. Ça, c'est de l'anthropologie, c'est pas. On ne peut pas travailler sur une mobilisation dans une société européenne et probablement aussi dans une société européenne sans passer par l'anthropologie. Et ce qui est en. Ah oui. Oui, très vite, parce que je ne veux pas prendre de temps. Ce n'est pas une société exceptionnelle, c'est une société différente. Chaque société a son histoire. La société libanaise aujourd'hui est différente de la société syrienne, même si elle partage beaucoup de choses en raison de leur histoire commune sur la longue durée. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on doit tout, quand on travaille sur des mobilisations politiques, il est nécessaire de passer par l'anthropologie pour comprendre
quels sont les systèmes de représentation? Par exemple, là où Salam avait raison et on pourrait beaucoup développer, c'est que le fait qu'il y ait par exemple des mots d'ordre de type islamique, j'ai pas dit islamiste, j'ai dit islamique, qui font référence au Coran ou à la culture musulmane, c'est quelque chose de très fréquent qui existait déjà dans les années 20 et 30 et avant et qui était utilisé par les milieux nationalistes parce que même les chrétiens baigner dans cette espèce d'univers où il y a une culture arabo-musulmane avec un certain nombre de valeurs en commun. Et les valeurs arabes venaient plutôt très souvent du monde nomade, bédouin. Voilà, bref. Donc, c'est pour dire que pour comprendre tout ça, et dans les différentes catégories qui étaient mobilisées à Tripoli, mais aussi à Beyrouth, le rapport au confessionnalisme entre les intellectuels à Beyrouth aussi. Il y avait, suivant les lieux, renvoyés à des appartenances intellectuelles ou socio-économiques différentes. Et les slogans étaient un peu différents, les prises de parole étaient de type différent. Donc, et le rapport au système confessionnel était aussi différent et à l'identité confessionnelle. Elle pouvait être formulée ou non formulée, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, puisque, voilà. Enfin, merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Qu'est-il pour conclure cette soirée? C'est juste, il restait une question, c'était la question de la censure et la censure étatique. Bon, il est vrai qu'il y a des sujets sensibles au Liban, notamment concernant les questions sécuritaires, surtout liées au conflit avec Israël. Là, c'est vrai que si les journalistes commencent à donner trop de détails, ils auront des problèmes avec les services secrets. Cela dit, les journalistes libanais n'ont pas vraiment peur de l'État. Quand ils disent ce qu'ils craignent vraiment, ils parlent des mafias, en fait. Ils parlent le plus difficile, c'est de livrer des détails sur la corruption, les transactions économiques. Là, ils disent, si je dis ça, je donne des noms, là, ma tête va tomber. Et voilà, on dit happy note, comme on dit en anglais. Et en norvégien, on dit comment? Tack för oss. Merci beaucoup à tous les deux. On termine cette session en étant moins bête qu'on était arrivé. Et puis, heureux de voir cette recherche norvégienne sur le Moyen-Orient si dynamique et si bien représentée à Paris, au CAREP, ce soir. Merci à toutes et à tous. Au revoir. J'annonce juste la prochaine conférence qui aura lieu le 4 avril au CAREP, donc avec Jean-Pierre Filu autour de son dernier ouvrage Stupéfiants au Moyen-Orient sur le trafic de stupéfiants donc, et de drogue. Voilà, merci beaucoup.